Le webinaire est enregistré. Il sera en replay sur nos sites de la Fédération de la maille, lingerie et balnéaire et sur notre site Fédération française du prêt-à-porter féminin. La question avait déjà été posée dans le chat, donc un écho. Et je remercie tout le monde donc, de bien fermer son micro pendant l'intervention. Et puis, dernière précision, les questions seront posées à la fin de l'intervention. Un temps est prévu à cet effet. Voilà, Yann, je te laisse la parole. Bonjour. Tout d'abord, je suis ravi qu'on soit aussi nombreux. C'est un sujet qui est clairement important. C'est un sujet qui est plus que déterminant à deux ressources. La première, c'est le sens de l'histoire. Tout construit dans notre société cette traçabilité, cette information, cette data, et qu'on puisse, nous aussi dans la mode, aller dans ce sens de l'histoire est une évidence. Il y a aussi des drames comme le Rana, bien sûr, qui nous ont tous touchés. Et ceci ne peut pas se reproduire. Le devoir de vigilance, évidemment, permettra d'éviter au maximum toutes ces catastrophes. Et enfin, c'est une évidence aussi, c'est un besoin de nos consommateurs. Ils ont envie de savoir vers où on va, comment on l'a fait, quelle est la chaîne de valeur et quelle est la valeur des produits qu'on a pu avoir. Et cette valeur se définit aussi grâce au devoir de vigilance. Je suis ravi qu'on ait pu travailler ainsi avec le syndicat de la mode de Paris, la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire et le cabinet BlueQuest pour cet outil qui est réservé à nos adhérents, qui vous permettra d'avoir aussi cet avantage concurrentiel vis-à-vis des autres et qui permettra, suite à ce webinaire, d'aller plus loin, à la fois de manière pédagogique et constructive et économique. Merci beaucoup Adeline, merci beaucoup Karine, merci beaucoup toutes les équipes qui ont travaillé sur ce sujet. Merci Fanny et je vous souhaite un très bon moment pour justement découvrir tous ces sujets. Merci beaucoup Yann. Bruno, on te passe la merci. parole pour dire un petit mot d'introduction. Oui, très, très rapidement, mais merci Yann, je vais tenter de ne pas te paraphraser, mais effectivement, cet outil de mise en place du management du risque, en première analyse, on pourrait penser que ça ne concerne que les très grosses structures, les grands groupes qui bénéficient et qui ont un staff, des organisations juridiques qui permettent cette gestion. Mais en fait, ça va, comme tu l'as dit, bien au-delà de ça, puisque même nos PMI, PME sont impactés, puisque nos donneurs d'ordre, tu l'as rappelé, dans le domaine de la mode, mais également dans le domaine des textiles techniques, nous demandent aujourd'hui de pouvoir renseigner chaque étape de la valeur ajoutée. Et cette approche normative qui parfois d'ailleurs est une contrainte, clairement, pour nos petites structures, parce qu'elle nécessite effectivement la mise en place d'une organisation et d'un outil, mais elle devient quasiment incontournable si on veut effectivement prétendre à rester un fournisseur de référence. Mais dans les points importants et positifs, c'est effectivement le fait qu'on a cette capacité de mieux maîtriser la chaîne de la valeur ajoutée. Et c'est d'autant plus important qu'on est, vous le savez, depuis l'entrée dans cette terrible ère d'instabilité sanitaire, géopolitique, climatique. Et cette nouvelle donne nous oblige à revoir en effet la chaîne de valeur pour la rendre beaucoup moins fragile, beaucoup moins dépendante de pays très éloignés, même s'ils sont les mieux-disants au niveau économique. Et on nous demande effectivement de permettre la reconstitution d'une filière durable et sûre. Et ce qui est important à noter, c'est que cette sécurisation qui nous est demandée, ce n'est pas seulement un dossier en fait, qui est rangé dans les placards de nos interlocutrices, interlocuteurs aux achats ou aux directions qualité, mais c'est aussi un outil de communication que nos donneurs d'ordre utilisent vis-à-vis de leur clientèle. Moi, je l'ai vécu très récemment pour Maille Verte, qui fabrique des étoffes en maille destinées aux techniques et notamment aux EPI. Et on a eu un audit assez poussé d'un de nos gros clients. Et justement sur cet aspect de la gestion du risque, et ce qui est encore une fois intéressant, c'est qu'au travers de leurs réponses dans les appels d'offres, ils vont détailler le choix de tel et tel fournisseur pour pouvoir justement expliquer finalement au client final
en l'occurrence un gros constructeur automobile qui refait entièrement son vestiaire, d'expliquer pourquoi cette entreprise est fiable et pourquoi cette entreprise respecte un certain nombre de règles. C'est pour les travaux? D'accord, c'est bien pour la toiture. Pardon, donc je conclue et je termine. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, mais malheureusement, je vais avoir une contrainte et je serai obligé de vous quitter toutes et tous à 10h30. Mais j'en profite pour remercier les entreprises pilotes, celles qui sont adhérentes de la Fédération de la maille, lingerie et balnéaire, comme la Maison Montagu, le groupe Chantel, mais également les entreprises de la Fédération du prêt-à-porter féminin, comme Louise Micha et Léner Cordier. Je n'oublie pas également les équipes de Blue West qui sont les architectes de l'outil, notamment Fanny Garcia. Et enfin, les équipes de nouveau de la Fédération du prêt-à-porter féminin, Adeline Dargent, et au niveau de la Fédé de la maille, Steren, ainsi que Karine Sfar, qui ont fait un très bon boulot, comme tu l'as rappelé tout à l'heure en préambule, Yann. Merci. Merci Bruno. Donc, la parole est à la maître d'ouvrage, Fanny. On te laisse prendre la parole et je pense que tu vas projeter ta présentation. On ne t'entend pas, Fanny. Il faut que tu mettes ton micro. Tu as le droit, toi. Voilà. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Je partage effectivement ma présentation qui devrait s'afficher. Voilà. Vous la voyez bien? Oui. Ouais. Alors juste Fanny, quand même pour réintroduire qui vous êtes chez Blue Quest, juste pour rappel, on a déjà travaillé avec le cabinet sur nos précédents guides, donc le guide sur les approvisionnements responsables et plus récemment le guide sur la communication responsable. Donc on est dans une vraie continuité et Blue Quest connaît parfaitement nos entreprises. Merci Aline. Alors, rapide introduction sur le contenu de la présentation. Après une très courte présentation de comment on a travaillé sur cet outil, l'idée ce sera de vous donner un petit contexte et quelques définitions sur le devoir de vigilance, parce que vous allez voir que c'est quand même un principe qui s'applique aux entreprises depuis assez longtemps et qui va concerner de plus en plus d'entreprises dans les années qui arrivent. On vous présentera ensuite la boîte à outils et peut-être que je peux déjà dire que même si cet outil est destiné en priorité aux adhérents des fédérations qui nous ont accompagnés dans ce travail, il sera distribué à travers une offre de formation. Donc les entreprises qui ne sont pas aujourd'hui adhérentes aux fédérations pourront dans le cadre de cette offre de support bénéficier de l'outil pour travailler sur la vigilance. Donc restez connectés. Et puis prochaines étapes, donc justement, on vous dira un petit peu comment cet outil sera distribué, quelles sont les prochaines étapes et l'agenda des fédés qui nous ont accompagnés. Alors, sur l'introduction, je reprends peut-être quelques éléments très rapidement qui ont été mentionnés, notamment par Bruno. Vous voyez effectivement à droite les entreprises qui nous ont accompagnés sur ce travail. Quelle était l'ambition de ce travail avec la Fédération de la lingerie et du prêt-à-porter féminin sur le principe de vigilance? Alors, l'idée, c'était de pouvoir outiller des entreprises qui sont déjà soumises au devoir de vigilance, puisque certaines qui ont travaillé avec nous l'étaient, et celles, vous allez le voir, qui seront soumises sous peu au futur règlement européen sur la même thématique. Alors, ce n'est pas un outil juridique, par contre, vous allez voir, c'est un outil très opérationnel qui vise à supporter les équipes sur la mise en œuvre concrète de ce devoir de vigilance. Donc, ça fait un bon complément au support juridique que vous pourriez avoir en interne ou de vos conseils. L'idée, c'est aussi, au-delà des entreprises qui vont être soumises à ces réglementations et à ces nouvelles réglementations, c'est aussi, vous allez le voir, d'aider les entreprises de tout type à mettre en œuvre plus largement le devoir de vigilance. C'est quand même une des bases de la responsabilité sociale et environnementale. On anticipe aussi qu'avec l'élargissement des entreprises qui vont être soumises à ce principe de vigilance, il va y avoir dans la chaîne de valeur un effet cascade, c'est-à-dire qu'en amont et en aval, comme l'a aussi précisé Bruno, des donneurs d'ordre vont questionner leurs partenaires
parce que ça fait partie de leur obligation dans le devoir de vigilance, sur la mise en œuvre de démarches de gestion des risques socio-environnementaux. Donc, on pressent qu'à court terme, cet effet cascade va engager des entreprises plus petites que celles qui sont soumises, même si vous allez voir que les grandes PME vont être assez vite soumises à ce devoir de vigilance au niveau européen. L'outil qui va vous être présenté, on a voulu un outil assez simple, c'est ce qu'on essayait toujours de faire, mais quelque chose qui soit accessible à des très grandes entreprises, avec leurs connaissances, leurs capacités, leurs ressources, mais quelque chose aussi qui puisse être accessible à des TPE. Et donc, c'est aussi un outil qu'on a pu tester avec des entreprises de moins de 10 salariés qui fonctionnent et qui leur offrent une approche pas à pas, vraiment très, très guidée, avec des ressources utiles pour mettre en œuvre ce type de démarche. Vous verrez que sur les ressources, contrairement à d'autres options qu'on aurait pu adopter, on a fait le choix d'un nombre limité de ressources triées sur le volet pour que le travail soit bien concentré et se fasse, j'allais dire, sur un nombre de sources d'informations assez limité et pour pas que les entreprises s'éparpillent sur ce sujet. Donc, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on l'a construit à travers alors, notre expertise de BlueQuest, parce que vous allez voir que cette logique de vigilance, on la met en œuvre, je pense, depuis qu'on existe, depuis 10 ans, avant même que la loi française existe, parce que c'est vraiment la manière et le standard et l'approche normative qui compte quand on parle de gestion de risque social et environnement. Et vous allez voir que plus largement, c'est quand même une démarche qu'on retrouve dans toutes les dynamiques de gestion de risque, même sur des sujets qui peuvent sembler, en tout cas, plus cœur business. Donc, on a travaillé avec ce knowledge interne, on a travaillé avec les entreprises autour de 3 groupes de travail qui nous ont permis à la fois de confirmer l'ambition qu'on avait sur l'outil, de faire des arbitrages sur sa structuration. Et bien évidemment, c'est quand même important pour vous. On a eu des retours et des tests de ces entreprises qui nous ont confirmé que ça marchait chez elles. Autre point intéressant pour vous, cet outil, il a été testé et il a reçu le feedback d'un nombre, j'allais dire, d'une typologie assez large d'opérationnels en entreprise, à la fois pour les plus grandes entreprises, des gens avec la casquette RSE, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a eu des DG de PME, on a eu des juristes, on a eu des gens de la qualité, et vous allez voir aussi, c'est ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que cet outil doit servir une pluralité de profils. C'est pas un outil pour les responsables RSE, c'est pas un outil pour les responsables de l'audit interne, c'est vraiment un outil qui doit être utilisé de manière transverse dans les entreprises pour effectivement mettre en place un plan d'action où vont concourir les différentes fonctions des entreprises. Et j'insiste, qu'elles soient très grandes ou plus petites. Voilà, donc on fera des allers-retours et peut-être vous aurez des questions sur ce sujet, mais vous verrez que dans l'outil, on a fait aussi cette place spécifique au PME pour s'assurer que dans les actions qui soient proposées notamment, on puisse faire la différence entre des très grands groupes de qui on va attendre une approche de vigilance hyper solide et des PME qui doivent mettre le pied à l'étrier sur ces sujets. Voilà pour la présentation. Alors, petite partie de contexte et définition. Ne vous inquiétez pas, c'est pas extrêmement long, mais l'idée c'est qu'on puisse tous parler le même discours et que vous compreniez aussi les réflexions qui ont sous-tendu le développement de l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, je le disais tout à l'heure, on parle souvent de la loi sur le devoir de vigilance. La vérité, c'est que ce concept de vigilance, il est très concret, très matériel depuis le début des années 2010. Il était déjà bien même dans les cartons au début des années 2000. Et il a été premièrement intégré dans des grandes normes qui s'appliquent aujourd'hui à toutes les entreprises. Donc notamment, je les cite, mais vous les avez sous les yeux, les principes directeurs des Nations Unies sur les droits humains et pour les spécialistes du sujet, le fameux rapport Ruggie, donc qui explique quelle est la responsabilité des entreprises sur le respect des droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement notamment.
Et puis, les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises, alors, qui ont été déclinés de plusieurs manières, notamment une déclinaison spécifique au textile, parce qu'il faut que vous l'ayez en tête, le secteur textile avec le secteur minier fait partie finalement des secteurs prioritaires sur la mise en œuvre du devoir de vigilance. Donc, vous voyez que c'est quand même considéré comme un secteur à haut risque. Et suite au Rana Plaza, ces recommandations qui ont été élaborées par l'OCDE, elles ont été aussi affinées et relayées par le point de contact national français. Et donc, alors, je ne vais pas détailler ce que c'est, à la rigueur, on prendra ça s'il y a des questions, mais ce qu'il faut retenir de ce point-là, c'est que déjà, depuis de nombreuses années, on a du côté de la soft law, donc du cadre normatif, des principes très très clairs qui ont totalement sous-tendu les réglementations qui sont en vigueur aujourd'hui. Donc, parmi ces réglementations, et c'est celle aussi qu'on a pris en compte dans le développement de cet outil, la loi française sur le devoir de vigilance des donneurs d'ordre, qui concerne surtout les grandes entreprises, on peut se le dire, et puis le projet de loi européen sur le devoir de vigilance avec les autres, j'allais dire, outils qui sont en train d'être développés par l'Europe, la CSDD par exemple. Et en fait, l'ensemble de ces outils, là aussi, sont basés sur les mêmes principes, d'où l'intérêt de bien comprendre ces principes de vigilance pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc voilà un peu pour le contexte normatif. Vous allez voir qui ça concerne et comment dans un second slide. Donc vous voyez que sur la loi française, on est plutôt donc sur des grandes entreprises parce qu'on est sur un outil réglementaire qui s'applique aux sociétés de plus de 5000 salariés. Alors il y en a peut-être très peu ici, on parle de grandes entreprises. Vous voyez qu'avec la future loi européenne, les seuils vont être abaissés jusqu'à 250 salariés. Donc là, on commence clairement à concerner des grosses PME. Alors, beaucoup d'entre vous autour de la table ne seront peut-être pas concernés, mais vous allez voir comment, par effet un peu boomerang, c'est un sujet sur lequel il faut probablement se poser assez vite. Deuxième point important qui a irrigué notre travail, c'est que sur la loi française, on est sur une obligation alors, qui a déjà été vécue comme très ambitieuse, puisque cette obligation, elle vise à gérer, alors anticiper, gérer, communiquer sur les risques sociaux environnementaux dans les opérations des donneurs d'ordre, dans les activités en propre, mais aussi dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, c'était déjà un grand changement. Vous allez vous rendre compte que dans la future loi européenne, on a un champ d'application qui est élargi. Alors, d'abord parce qu'on ne touche pas exclusivement les opérations et la chaîne d'approvisionnement, mais on a vraiment une responsabilité qui va couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qui va aussi couvrir l'aval. Donc, dit autrement, vos clients clés, vos réseaux de distribution clés, on verra comment on peut les intégrer dans ce travail. Donc ça, c'est un changement assez significatif que doivent prendre en compte les entreprises, et notamment les plus grandes, qui jusqu'à présent, a priori, ne s'étaient pas penchées sur ce sujet de l'aval. Deuxième point absent dans la loi française, ou en tout cas pas présent de manière très très explicite, le cadre européen est assez clair sur la nécessité de mettre en place un système de management sur le devoir de vigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas se satisfaire d'un certain nombre de mesures éparses, comme certaines entreprises ont pu le faire jusqu'à présent, mais on a vraiment besoin de quelque chose qui irrigue l'ensemble du fonctionnement de l'organisation, qui est très processé, avec un système d'amélioration continue normalement. Donc ça, c'est aussi important, et ça prône pour une intégration dans les process aujourd'hui de gestion des risques de vos entreprises. Dernier point, vous allez voir aussi que dans les mesures attendues et les enjeux traités, on est aussi plus large que le cadre français. Donc rien de totalement neuf pour les entreprises qui sont soumises à la loi française sur le devoir de vigilance, au-delà de ces extensions qu'il faut quand même avoir en tête et sur lesquelles il faut se préparer. Pour les PME
qui ne serait pas couverte à court terme. Il faut quand même avoir en tête que ces principes de vigilance, bon, vous êtes un petit peu redevable parce qu'ils sont inscrits dans le cadre normatif, mais surtout, c'est des principes qui existent déjà dans des réglementations sur lesquelles vous êtes d'ores et déjà redevable. Donc, la prévention du travail illégal, c'est en tout cas des lois en France qui sont basées sur ce principe de vigilance. La DUERP obligatoire pour toutes les entreprises qui ont plus de 1 salarié sur la prévention des risques hygiène-sécurité, elle est aussi basée sur ce principe de vigilance. Les réglementations autour de la dépendance fournisseur, bon, je ne vais pas toutes les citer. La RGPD, même si on va par là, elle est basée sur ce principe de vigilance. Donc, c'est vraiment bien de le comprendre parce que vous allez voir qu'ensuite, quels que soient les sujets, il y a un noyau d'action et une structure de système de management qui peut être vraiment commune à l'ensemble de ces sujets qui sont opérés sur le principe de la vigilance. Deuxième chose, ce principe de vigilance, il va effectivement couvrir en cascade un certain nombre d'entreprises, donc PME, notamment PME B2B. Attendez-vous demain à avoir des demandes en lien avec cette réglementation de la part de vos clients entreprises. Et PME B2C, attendez-vous peut-être, si de plus en plus d'entreprises sont soumises à ces obligations, que vos concurrents se différencient par un discours assez carré sur la manière dont ils gèrent ces risques sociaux et environnementaux. Voilà. Et puis, dernier point, je pense qu'il y a aussi des avantages pour les PME à s'inscrire dans ce type de démarche, parce que souvent, la RSE, ce n'est pas toujours clair pour les entreprises qui ont peu de ressources, peu de moyens. Et c'est vrai qu'une approche socle de la RSE peut démarrer par une mise en œuvre du principe de vigilance qui a au moins l'avantage de vous aider et de vous structurer sur la gestion de risque. Donc, seulement pour cet aspect-là, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur ce principe et de se donner peut-être quelques objectifs à 12 mois pour commencer à l'intégrer dans vos opérations de manière hyper simple. Donc, voilà pour le contexte réglementaire et les évolutions à prévoir. Donc, sur la typologie des enjeux, donc là, je parle au global, on verra les différences avec la loi française, en tout cas. Donc, vous voyez qu'on couvre un très, très large spectre d'enjeux sociaux et environnementaux. Donc, sur les enjeux sociaux, sociétaux, on va couvrir tous les droits humains fondamentaux. Cette loi reprend aussi la notion de santé, sécurité au travail. Alors, pas forcément dans votre entreprise, enfin, dans votre entreprise, mais aussi dans votre chaîne de valeur, donc chez vos partenaires clés. Les autres sujets de conditions de travail et les impacts sociaux et sociétaux pour ceux qui pourraient avoir des impacts sur les communautés ou les communautés de leurs partenaires autour des sites de production notamment. Sur l'environnement, on retrouve aussi tous les grands sujets de compliance ou de conformité autour de la consommation de ressources naturelles, de la production de déchets, notamment de déchets dangereux, d'impact sur l'eau ou la biodiversité et effectivement de risques de pollution. La nouveauté, notamment avec le cadre européen, c'est qu'on retrouve de manière extrêmement explicite, puisqu'on a un paragraphe qui est dédié à cet enjeu-là, sur la prévention du changement climatique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est un point qui est assez important, la prévention du changement climatique, au-delà, j'allais dire, des réglementations actuelles, des obligations et peut-être des actions qui sont entendues des entreprises en faveur de la lutte contre le changement climatique, on considère aujourd'hui qu'il y a une responsabilité des entreprises à mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre le changement climatique. Donc, on y reviendra aussi. C'est l'ensemble de ces enjeux. Alors, vous allez le voir à différents niveaux de curseur, mais quand même, c'est des enjeux qui doivent être pris en compte. Alors, en premier, bien évidemment, dans les opérations en propre et les filiales. Donc, ça, c'est la priorité. Dans la chaîne d'appro, et vous allez voir qu'il y a une priorisation à faire selon les impacts, la nature des enjeux, même si la philosophie des normes, pas de la loi, mais les normes, c'est quel que soit le rang dans votre chaîne d'appro, et sur l'aval, dans vos filières de distribution. Donc, on va voir aussi comment on peut essayer de réduire ce périmètre pour que vous puissiez mettre en place un process qui fasse du sens et qui soit quand même, qui reste pragmatique. C'est vraiment tout l'enjeu du travail qui doit être mené sur la vigilance. Alors, le principe de vigilance, on en a beaucoup parlé, j'ai gardé ce slide pour la fin des définitions.
parce que je pense que c'est quand même intéressant de commencer à vous donner un petit cap. Donc déjà, vous dire que c'est un principe qui existe depuis assez longtemps, qui est à la base un principe anglo-saxon. Je pense que tout le monde a entendu parler de due diligence. Donc c'est vraiment ça, et qui se traduit par plein de termes: la diligence raisonnable, la mise en place d'audits préalables, la gestion en bon père de famille, qui n'existe plus d'ailleurs, hein, qui a été, dont la terminologie a été changée en France, mais je pense que ça parle à tout le monde. La prudence, tout ça, c'est des termes, une terminologie qui est synonyme de ce principe de vigilance. Donc on la trouve dans énormément d'outils réglementaires, et les caractéristiques communes qui sont importantes, parce que vous allez voir, ça va driver tout ce qu'on va mettre en place sur ce sujet, c'est le fait que ce soit une obligation qui soit porteuse d'une obligation de moyens. Donc, ce qui est important, ce n'est pas tellement les résultats auxquels vous arrivez. On n'attend pas que vous puissiez dire, voilà, moi, je gère tous mes risques sociaux sur ma chaîne de valeur. C'est l'obligation de moyens. C'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous permettre de gérer ces risques sociaux environnementaux. Ça exige un comportement minimum, et vous allez voir que les textes et les réglementations commencent à définir ce comportement minimum. Donc, typiquement pour la PME, c'est là-dessus qu'il va falloir s'ancrer pour mettre en place une approche de vigilance qui fonctionne. Les grands groupes comprennent bien qu'il s'agit d'un comportement minimum, et que probablement, c'est mon dernier point, comme la vigilance, elle porte une appréciation qui est plutôt subjective, des grands groupes, on va attendre beaucoup plus. Nous, ce qu'on dit souvent quand on doit former des entreprises, ou en tout cas leur faire toucher du bout de doigt ce que c'est la vigilance, c'est le paragraphe que j'ai mis en bleu, c'est dire, voilà, mettez-vous finalement dans les chaussures de quelqu'un qui vous regarde de l'extérieur, d'un client, d'un journaliste, c'est même plus structurant. Si vous faites face à ce risque ou à cet impact sur l'environnement ou vis-à-vis des communautés, qui est plutôt significatif, est-ce que ce que vous avez mis en place pour le prévenir ou pour le gérer, est-ce que ça va sembler raisonnable? Dit autrement, et sans vouloir trop vous faire peur, et je le dis plutôt sur un mode humoristique, mais si vous avez Élise Lucet en face de vous, est-ce que vous allez dire de ce que vous avez mis en place pour gérer ce risque, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est entendable, ou ça l'est pas? Et en fait, on se rend compte souvent en entreprise, quand on se questionne avec cet angle-là, en disant, voilà, est-ce que j'ai mis suffisamment de moyens par rapport à l'impact potentiel que pourrait avoir ce risque, on trouve les solutions. C'est là aussi que vous allez vous rendre compte qu'on va moins attendre de TPE que de grandes entreprises, même si elles font face dans bien des cas, à des risques qui sont similaires. Donc, il y a une pression qui est beaucoup plus importante pour les plus gros. Par contre, pour les plus petits aussi, il y a un comportement minimum que je vais vous présenter juste après, qui est extrêmement important à mettre en œuvre progressivement, puisqu'on parle aussi d'un processus d'amélioration continue sur la mise en œuvre de la vigilance. Une fois qu'on a dit ça, et pour lancer la présentation sur l'outil, s'il y a 3 choses à retenir, et vous allez voir, c'est assez simple et je pense que tout le monde va le comprendre. S'il y a 3 choses à retenir de qu'est-ce que c'est qu'un principe de vigilance, quels que soient les enjeux dont on parle, donc sociaux, environnementaux, hygiène, sécurité, digital, prévention du travail clandestin, ce que vous voulez. C'est la première, en obligation de moyens, vous avez une obligation d'identifier, d'éviter et de maîtriser les risques sociaux ou environnementaux potentiels dans la chaîne de valeur. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que, et ça c'est quelque chose qui résonne tout à fait avec le Rana Plaza dont parlait Yann tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup lu après le Rana Plaza, oui, mais en fait, je ne savais pas que mes produits étaient dans ce site de production. Normalement, quand on est acheteur et quand on source au Bangladesh, on sait qu'on a très peu d'entreprises à cette époque-là qui avaient les licences pour pouvoir exporter en Europe, et que ces entreprises-là, elles regroupaient l'ensemble des commandés donneurs d'ordre, et puis ensuite elles distribuaient autour d'elles. Donc un acheteur qui connaît bien le Bangladesh n'est pas censé ignorer que finalement, il y a de la sous-traitance et que ces produits sont ailleurs. Donc, c'est votre responsabilité d'identifier les risques auxquels vous êtes exposés. Donc, ça veut dire, par exemple, bien connaître ses partenaires, c'est du bon sens, bien connaître les pays principaux dans lesquels on source. On peut effectivement faire des erreurs si on est dans un nouveau pays et qu'on ne connaît pas tout. Mais vous voyez, c'est là que va jouer ce sujet de vigilance. Donc, première obligation de moyen, l'identification. Et une fois qu'on l'identifie, effectivement, la prévention. Deuxième sujet, traiter les risques qu'on a identifiés. C'est-à-dire, c'est comme sur, par exemple, l'hygiène sécurité. Si vous identifiez un risque
hyper grave pour vos salariés, mais que vous n'avez mis aucune action en place pour anticiper ce risque, le réduire, bah là, on peut effectivement définir une faute de votre part. Donc, dans la vigilance, on va attendre qu'après avoir identifié ces risques, vous ayez un plan de gestion de ces risques-là. Donc, pourquoi faire? Pour remédier, pour maîtriser les risques. Maîtriser, ça veut dire le diminuer, faire en sorte que la probabilité d'occurrence diminue, ou alors mettre fin aux actions qui génèrent ce risque. Ça veut dire peut-être changer de fournisseur si vous êtes trop exposé à certains risques avec un fournisseur qui refuse, par exemple, de se mettre en conformité ou de vous donner de la traçabilité. Et dernier point qui est important, c'est un sujet stratégique dans la RSE, et c'est un sujet qu'on retrouve dans toutes les lois sur le devoir de vigilance, c'est la redevabilité. C'est-à-dire que vous devez être en capacité de démontrer ce que vous avez fait pour identifier les risques et comment vous les avez traités. Donc, c'est là aussi ce qu'on trouve quand, sur la prévention des risques hygiène sécurité, la DUERP, sur les risques qui s'imposent à vos salariés. Vous devez faire une matrice d'identification, mettre en place un plan d'action, être en capacité de pouvoir communiquer ce plan. Donc, si vous avez compris ces 3 points, je pourrais presque m'arrêter là, mais je vais quand même continuer pour vous montrer l'outil. Mais vous avez vraiment capté l'essentiel de ce que c'est une démarche de vigilance. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la RSE, pour les dirigeants d'entreprise et des PME, vous voyez que c'est quand même quelque chose de très sain à mettre en place dans son entreprise et qui peut vraiment toucher une approche de gestion des risques globale au sein de vos business. Alors, on passe à l'outil, et vous vous en doutez, l'outil, il est basé sur cette structure que vous allez retrouver en fil rouge de ce qu'on a produit. Fanny, puis-je t'interrompre, mais très très rapidement, Bien sûr, pour faire une remarque vraiment liée à l'activité d'une boîte comme Bugis et MVV, donc petite PMI dans le domaine donc amont de la filière. Pour reprendre ton point, c'est vrai qu'encore une fois, les premières réactions lorsque j'étais confronté à ces évolutions normatives et à ces audits et tout ce que ça entraîne en termes de entre guillemets de bureaucratie, mais surtout de reporting, de suivi, j'étais plutôt réfractaire. Et en fait, avec les équipes aujourd'hui, moi je m'aperçois aussi que c'est quand même une très belle opportunité pour développer un avantage compétitif par rapport au grand import, pour tout ce que rappelait tout à l'heure Yann, et ce que tu as rappelé sur des drames récents et malheureusement à venir. Le point important, mais je sors un petit peu du sujet, mais c'est une de mes marottes en ce moment, c'est que il faut aussi qu'au travers de nos actions en tant qu'acteurs de la filière française amont et aval, on amène aussi les donneurs d'ordre à considérer cette valeur ajoutée pour qu'on puisse, au travers d'un nouveau partage de la valeur ajoutée, partir sur une meilleure répartition. Parce que c'est clair que ces efforts-là, c'est des investissements, et à un moment ou à un autre, on doit pouvoir les monnayer dans notre tarification par rapport à une concurrence qui, elle, n'est absolument pas exposée et absolument pas soumise, ou même lorsqu'il y a un cadre juridique qui existe, on sait très bien que les contrôles sont inexistants. Je m'arrête. Et moi, j'en profite pour rebondir. On a essayé de faire en sorte que l'approche qu'on propose, justement, ne soit pas complexe. Et donc, j'espère que ça va répondre aux attentes des entreprises qui ont aussi peu de temps pour gérer ces sujets. Alors, sur la structuration de cette checklist, je passe assez vite sur ce slide, mais c'est plutôt pour vous montrer comment on a pris les grands principes des normes internationales et on les a amenés dans un outil Excel qui doit servir aux entreprises pas à pas à définir leur approche. Les grandes normes internationales sont divisées toutes, et les réglementations aussi, en 5 points: l'identification, la prévention, l'atténuation, la réparation et la redevabilité. OK, sur la réparation, je mets un petit disclaimer. Réparer, ça veut dire effectivement réparer un risque ou un impact qui a eu lieu. C'est quand même quelque chose qui est sujet à des réglementations locales diverses et variées. Donc, c'est quand même un sujet qui est extrêmement juridique, qu'on n'a pas repris en tant que tel dans la checklist. Par contre, on a effectivement pris à bord tous les sujets de prévention, d'atténuation et de réparation dans un paragraphe
graphe, en tout cas d'une structure, la petite structure violette que vous voyez à droite, qui est la prévention et le traitement des risques. Mais pensez quand même que ce sujet de vigilance, il a un volet, quand vous opérez, juridique, sur lequel voilà, l'outil qu'on a développé ne peut pas parer à toutes les nécessités réglementaires selon tous les pays dans lesquels vous êtes présent. Donc, ayez ça en tête, c'est un outil qui doit être mis en œuvre aussi avec cette caution-là. Alors, la méthode qui a été proposée, vous voyez, il y a 6 étapes dans le petit Excel qu'on vous a proposé, et chaque étape est un onglet. Donc, ça va aller assez vite et je vais vous présenter chacun de ces onglets. Donc, on a sur la partie système de management, on a proposé aux entreprises une politique à trous avec des conseils de mise en œuvre. Je dis une politique à trous parce que vous allez voir que c'est un modèle. Et puis, on vous a posé quelques questions pour que ce modèle de politique, notamment pour les plus petites entreprises, vous puissiez l'adapter sans trop d'efforts à votre organisation en répondant à quelques questions clés. Je vous le présente tout à l'heure. Ensuite, dans le système de management qui se prolonge bien évidemment sur l'identification de la prévention et la redevabilité, on a un outil d'aide à l'identification et à l'évaluation des risques. Donc, je le dis pour ceux qui ne seraient pas intégralement du secteur textile et qui seraient autour de la table, c'est effectivement, vous allez voir un outil qui est très précis, très poussé, mais qui est plutôt spécialisé sur les risques textiles. Donc, ça veut dire textile et mode, si on le prend largement. On ne va pas toucher d'autres types de produits plus retail, mais ça vous permettra, je pense, ça vous donnera un bon guide sur le volet textile. On vous propose aussi une matrice de priorisation des risques, et en séance là, je vous donnerai un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Ensuite, on a un plan d'action de base qui est justement réalisé sur la base du comportement minimum qu'on peut attendre de toute entreprise, sur lequel on a identifié des actions spécifiques pour les TPE, les PME, mais qui va beaucoup plus loin et vous verrez qui inspire aussi, qui essaye d'inspirer les plus grandes entreprises avec des exemples de meilleures pratiques sur chacun des sujets clés du principe de vigilance. Et puis, dans ce cadre-là aussi, pour faire écho à Bruno, on a proposé un plan de contrôle à mettre en œuvre dans sa chaîne de valeur qui n'est pas tout audit. Donc, qui est là aussi adapté aux PME pour dire, bon, dans les contrôles, vous allez voir que l'audit, c'est un axe de contrôle qui est a priori incontournable pour les grandes entreprises, mais il y a énormément de contrôles qu'on peut mettre en place, de bon sens, qui ne coûtent rien et qui peuvent être systématisés dans des PME. Et puis, pour terminer, sur le volet de la redevabilité, alors, il y aura des plans de vigilance obligatoires pour les grands groupes. On n'a pas encore, j'allais dire, toutes les informations suffisantes pour vous lister point à point tout ce qui va rentrer dans ces obligations réglementaires. Mais par contre, on a produit un plan de communication de base qui permet aux marques, mais qui permet aussi, je le dis parce que souvent ils sont laissés pour compte, aux industriels de développer une communication B2B dans la logique de la redevabilité pour expliquer ce qu'ils ont fait sur ces sujets. Donc voilà les 6 étapes que vous allez trouver dans cet outil et que je vais vous présenter maintenant. Et puis oui, bien sûr, on a des ressources additionnelles, c'est ce que je vous disais en introduction, qui sont un petit peu triées, mais pour vous aider à mettre en œuvre ces 6 étapes à l'entreprise. Donc, l'outil se présente comme ça. Vous voyez, c'est un Excel avec les 6 petits onglets qu'on vient de voir, qui est présenté dans une première page un petit peu synthétique. Et puis, il y a aussi ce webinaire qui sera communiqué avec l'outil puisqu'il est enregistré et qui permettra aux entreprises de reprendre un petit peu le fil du principe de vigilance et des différentes étapes de l'approche. Donc, jusque-là, tout va bien et c'est assez simple. Alors, on a ce que vous voyez là à l'écran. Alors, c'est un outil Excel, peut-être qu'il sera plateformisé un jour, mais donc ça ressemble quand même à un Excel, même si on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus convivial possible. On a ici la politique de vigilance qu'on a mis en place. Donc, on a une politique qui est une politique modèle, qui pourrait être prise comme ça, notamment par les PME. Et vous voyez, en gros, on a quelques questions sur la ligne hiérarchique de pilotage de la vigilance, la fréquence à laquelle on définit ces objectifs, la mise en place ou pas d'un système d'alerte en entreprise. Donc, on a quelques questions qui permettent de mettre à jour automatiquement cette politique. Moi, ce que je vous conseille, c'est souvent de la prendre et de la faire vôtre. Ça vous donne une trame et c'est assez facile de définir ça. Donc ça vous permet d'avoir le premier, on va dire, acte
de votre démarche de vigilance, qui peut être quelque chose que vous pouvez communiquer en interne, extrêmement important pour partager avec les opérationnels les éléments clés de la démarche que vous allez mettre en place, et pourquoi pas à un certain moment à communiquer en externe. Bon, dans ce cadre-là, je vous conseille aussi vraiment de vous l'approprier et d'en faire un outil qui est propre à votre entreprise. C'est important quand même qu'on vous retrouve. Mais vous allez avoir vraiment toutes les couches et tous les sujets sur lesquels vous devez vous exprimer dans cette politique de vigilance. Donc ça se paramètre assez vite et ça vous permettra de donner le là sur l'ambition et le contenu de la démarche. On passe aux choses un petit peu plus sérieuses. Ensuite, l'identification des risques. Alors là, je le disais dans le post qu'on a publié récemment sur ce séminaire, avec les entreprises présentes, pour vous ouvrir un petit peu pour soulever le capot là, du moteur de la voiture, on a travaillé sur, ben voilà, faisons-nous une cartographie de tous les risques auxquels le secteur textile au sens large est exposé. Et en fait, on a listé toutes les étapes de la chaîne de valeur d'une entreprise dans votre secteur, qui va finalement du retail, des opérations internes, jusqu'à la production de la matière première et jusqu'à la culture notamment des matières naturelles. Et en fait, on a regardé pour chacune des étapes quels étaient les facteurs de risque. Souvent, le facteur de risque principal quand on débute, c'est le pays. Ensuite, pour les matières, pour certains procédés, on a d'autres facteurs. Et donc, on vous a proposé ici, vous voyez à gauche, une petite checklist qui vous demande à chaque étape comment est configurée l'étape dans votre chaîne de valeur principalement. Vous répondez à votre question et ça va allumer sur chacun des enjeux des cases très très rouges si du coup ça génère un risque très important qui peut être critique, ou des cases jaunes si vous êtes plutôt sur un risque faible, ou des cases blanches si vous n'avez pas de risque. Donc ça doit vous servir à faire une première évaluation et identification de vos risques en vous disant, ben voilà, moi finalement, mes risques clés, ils sont plutôt au niveau de l'anoblissement, ou ils sont plutôt sur la confection de tel et tel produit qui sont faits sur cette zone, ou ils sont plutôt sur telle et telle matière qui vient de cette zone. Donc ça, pour des PME qui n'auraient pas aujourd'hui commencer à identifier leurs risques socio-environnementaux, en une réunion avec les collègues et en remplissant, on va dire, une petite trentaine de cases avec des menus déroulants, vous savez déjà à peu près où sont les grands risques sur les différents enjeux qu'on a vus dans votre chaîne de valeur. Donc ça, c'est assez utile parce que ça peut vous servir effectivement de démontrer qu'il y a un travail de cartographie qui a été fait, qui doit être affiné au regard des informations que vous avez sur vos partenaires, des retours que vous avez de leur part, de votre connaissance de la chaîne de valeur, mais qui peut déjà vous dire, voilà, il faut aller regarder là, ça c'est un sujet à part entière. Donc voilà, donc ce travail-là, il a été fait avec les entreprises. On s'y est repris à plusieurs fois, mais on avait vraiment un consensus entre les PME, les grands groupes et des business models assez différents sur finalement les échelons de la chaîne de valeur sur lesquels vous allez être plus exposé que d'autres. Donc ça, c'est l'outil numéro 2 qui vous permet effectivement de faire un mapping de votre chaîne de valeur et avec cette génération automatique des risques. Une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de ne pas en rester sur cette vision un petit peu à plat des risques, mais de se dire, voilà, par quoi on va commencer ? Quel type de risque on va traiter en priorité ? Donc, pour faire ce travail, alors pour ceux qui avaient déjà regardé la brochure sur la chaîne d'appro responsable qui avait été produite avec les mêmes fédérations et le défi en 2019, on reste sur une méthode qui est similaire. Donc ceux qui ont déjà fait des cartographies des risques dans la chaîne d'appro ne vont pas être décoiffés par la méthode qu'on leur propose. La seule différence, c'est qu'on intègre maintenant la partie aval de la chaîne d'approvisionnement, donc vos grands distributeurs, vos gros clients, pour ceux qui seraient à risque. Et on intègre aussi des sujets comme les risques de changement climatique. Donc ça peut, j'allais dire, faire varier à la marge l'identification des risques que vous aviez déjà réalisés. Donc ça peut valoir de les mettre à jour au regard des nouveaux, j'allais dire, des nouvelles réglementations sur la vigilance. Donc ce que nous, on vous propose dans cet outil Excel, c'est d'une part, on vous propose une méthode assez fine
d'évaluation des risques et de hiérarchisation des différentes activités. Alors, bien évidemment, pour vous donner quelques pistes là, ce qu'il faut prioriser en termes d'activité et d'importance, c'est d'abord le rang 1, parce que notamment dans le contexte, en tout cas sur les lois, sur le rang 1, vous ne pouvez pas vous tromper si vous avez des risques hyper forts. C'est celui-là en priorité. La vigilance veut que vous les traitiez plutôt que le risque, quand bien même important, qui est dans le rang 18 de votre chaîne de valeur. Les activités qui sont les plus à risque, les activités les plus volumiques, voilà, ça c'est les activités qui vont être les plus importantes en abscisse sur la petite matrice. Et ensuite, vous avez aussi en ordonnée l'impact ou la nature du risque, où là, on vous a effectivement proposé une catégorisation de ces risques pour que vous puissiez le faire de manière là aussi semi-automatique. Ce qui sort de là, vous le voyez à l'écran, c'est une priorisation, et c'est là effectivement qu'on va parler de vigilance, c'est dire je m'attelle dans un premier temps aux risques les plus critiques, les plus importants pour mon organisation, mais attention pour vos parties prenantes aussi. Donc si vous sentez que vous avez un impact environnement ou social très significatif sur des communautés ou sur des portefeuilles de fournisseurs, même si vous doutez de la matérialité de l'impact pour votre entreprise, il faut s'y atteler. Donc ça, c'est quand même un point important pour ceux qui sont là et qui maîtrisent ces sujets. C'est le principe de double matérialité, mais je ne vais pas y revenir. Et on vous propose sur ces risques-là, pour chacun des carrés qui sont sur la matrice de A1 jusqu'à C3, des modalités de traitement. Et effectivement, on ne va pas traiter le C3 qui est un risque hyper élevé sur des activités hyper stratégiques pour vous, comme on va traiter le A2, par exemple, qui est un risque faible sur des activités qui sont beaucoup moins importantes pour vos entreprises. Donc ça, on vous propose aussi des axes de traitement et de priorisation dans cet outil Excel. Alors, pour vous donner un exemple d'à quoi ça peut ressembler, on a pris là une entreprise un peu lambda, en tout cas on a positionné certaines activités. Alors, vous voyez que ce qu'on a, la patate foncée, c'est ce qu'on va traiter en priorité, et vous voyez qu'on ne se limite pas seulement notre prisme, ce n'est pas seulement les activités importantes pour l'entreprise, mais la petite case qui est tout à fait en bas à droite, même quand on considère que les activités sont faiblement importantes pour les entreprises, si le risque social ou environnement est critique, on vous propose de le prioriser, de le traiter, parce qu'il y a un impact. Après, à voir si vous avez la marge de manœuvre ou pas, ça c'est autre chose. Dans le plan d'action, on vous proposera des actions différentes pour répondre à ces risques, selon que vous ayez l'influence pour faire bouger les lignes ou que vous soyez un petit peu démunis pour faire bouger certains sujets. Donc, vous vous rendez compte que là, dans le cas de cette entreprise, on va trouver dans les grandes priorités à traiter sous 18 mois les sites de production qui sont de rang 1 et la sous-traitance, parce qu'on ne peut pas dire, bon, alors c'est la sous-traitance, donc je ne regarde pas. Si votre rang 1, c'est un importateur ou un trader, il faut quand même que vous connaissiez le site de production en direct, en tout cas de rang 1 avec lequel vous travaillez. Donc, on va trouver ces sites-là dans les actions prioritaires, les fournisseurs de matières phares les plus impactantes. Sur le wholesale, sur la distribution, nous, on vous propose de vous concentrer sur les acteurs stratégiques avec lesquels vous travaillez, qui sont sur le grand import, sur lequel magasins ou acteurs de la distribution, on peut avoir dans certains pays des enjeux significatifs sur les droits humains. Et vous allez voir que sur les actions, bien évidemment, on vous propose des choses spécifiques. On ne va pas traiter un wholesaler, je dis pourquoi dans les Émirats arabes, comme on va traiter un fournisseur sur l'Inde. Donc là, on vous propose des actions assez spécifiques. On a mis aussi dans ces priorités l'ennoblissement matière sur vos matières principales, qui est quand même un enjeu très très phare et du point de l'environnement et du point des droits humains, notamment au regard des conditions de travail des salariés qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, avec un risque peut-être beaucoup plus élevé sur le grand import, mais un risque sur l'Europe quand même qui reste important. Et puis, on a mis aussi, pour vous donner quelques idées, tout à fait en bas, on a mis un segment achat, comme les fournisseurs de goodies sur le grand import ou sur l'Asie. Vous êtes beaucoup à avoir recours à ce type de produits. C'est souvent des prestations qui sont mal maîtrisées, sur lesquelles on est un peu aveugle, sur les risques et sur lesquels, parce que ce sont des segments qui sont peu contrôlés, ce sont des segments qui sont très, très exposés.
De l'autre côté, en jaune, on a mis des risques plutôt faibles. Donc, vous allez retrouver les wholesalers secondaires qui sont sur l'Europe. En termes de matière, les producteurs de lin Europe, sur lequel on est plutôt bien sur l'environnement, on est moins exposé. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque sur la partie sociale que d'autres segments. Vous allez retrouver les fournisseurs de matière UE et les wholesalers UE, notamment avec ceux qui ont déjà des garanties, des certifications. Et puis, vous avez au milieu un ventre mou de segments sur lequel vous pourrez travailler dans un deuxième temps. Donc, on a mis par exemple à 36 mois. Donc, voilà à quoi pourrait ressembler une cartographie avec vos propres segments dans vos entreprises respectives. Pour des PME, ça peut se limiter à une dizaine de segments ou une dizaine, on va dire, de... Fanny, t'as basculé en mute. Oui, je disais, pour les entreprises, c'est 10 pôles fournisseurs ou aval, 10-15, donc ça peut être assez vite fait. Pour des PME, pour l'avoir déjà fait avec elles, peut-être qu'avec 10 acteurs, 10 acteurs ou 10 grands portefeuilles achats et distributeurs, on a fait ce travail de cartographie, mais ça vous donne une idée d'à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a fait ça, on va à l'étape suivante, qui est le plan d'action. Donc, le plan d'action, il est réalisé en 2 étapes. Vous le voyez ici, on a défini 3 grands volets de plan d'action. Un premier volet qui est l'intégration finalement de la démarche de vigilance dans le système de management. Et au total, on doit avoir 25 actions maximales. On a mis des petites astérisques rouges qui sont les sujets incontournables pour les PME. Donc, vous voyez que même pour les PME, on va se concentrer sur vraiment une dizaine d'actions maximum à mettre en œuvre sous 12 à 18 mois. Donc, on a la partie système de management, on a la partie identification, évaluation et priorisation des risques avec, sans aucune surprise, quelques actions attendues. On a fixé des niveaux pour vous sur la traçabilité parce que sans traçabilité, pas de visibilité, sans visibilité, difficile d'identifier. Fanny, il faut que tu réactives ton son une fois. Fanny? Ouais. Vous m'entendez? Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi ça Je ne touche pas. Parfois. Ouais, Ouais. c'est bizarre. Dites-moi si ça s'arrête, parce que je ne le vois pas tout le temps. Donc, on a ces 3 poules d'actions, de plans d'action, l'intégration dans les systèmes de management, l'identification, l'évaluation et la priorisation des risques. Fanny, on ne t'entend plus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui peut muter l'ensemble des participants et qui a une souris qui bouge ou quelque chose comme ça. Bon, regardez le niveau de souris du bouton mute tous les participants. Et puis, on a un dernier volet sur la prévention et le traitement des risques sociaux. Et donc, ce qu'on vous propose dans l'outil, c'est d'évaluer si c'est déjà en place. Donc, cette partie plan d'action, vous pouvez aussi l'utiliser comme un mini diagnostic sur la vigilance. Et si ce n'est pas encore en place, on vous propose effectivement en interne de définir une deadline avec, pourquoi pas, le nom et les modalités de mise en œuvre chez vous. Donc ça, c'est la partie plan d'action sur laquelle aussi que vous pouvez utiliser comme outil de suivi année après année pour faire un bilan de l'évaluation de votre démarche. On a un petit zoom, c'est hyper important et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Bruno notamment. On a un petit zoom sur la stratégie de contrôle dans la chaîne de valeur. Okay, le contrôle pour les grands groupes, c'est souvent des démarches d'audit qui peuvent être vues comme des outils assez complexes à manager. Ça peut être vu comme quelque chose de cher. Après, gardez en tête que selon les zones et les pays, sur un audit, il faut compter 1000 à 1500 $ selon la zone et la société d'audit. Donc, ce n'est pas non plus hors de portée d'aller identifier un risque critique dans sa chaîne d'appro pour une PME. Mais en tout cas, le message que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est qu'il y a une myriade d'outils de contrôle qui peuvent être déployés avant d'en arriver à l'audit. Donc, ce qu'on vous a proposé, c'est effectivement de lister une typologie qui nous semble être adaptée aux risques auxquels vous faites face dans le cadre de la vigilance et également de cibler
les outils qui sont les plus appropriés pour le type d'opération. On ne va pas traiter un risque en interne comme un risque qu'on a au fin fond de sa chaîne d'appro ou comme un risque qu'on a chez son wholesaler. Donc, typiquement, pour vous donner quelques exemples, et notamment pour les TPE, on peut avoir des visites sur site, si elles sont régulières, si on outille les gens qui vont visiter le site avec une petite checklist pour être sûr qu'ils posent les bonnes questions, qu'ils font le tour du site, ça vaut contrôle notamment pour des PME. On a pour certaines étapes de la chaîne de valeur un process de certification qui ne peut pas se substituer à du contrôle pour les grands groupes, vigilance oblige, mais qui fait le job pour des PME et des TPE. Et puis, on a aussi, extrêmement important pour les grands groupes et les plus petits, une dynamique de contrôle préalable, c'est-à-dire dès qu'on a un nouveau partenaire, associé, fournisseur, wholesaler, d'évaluation de la probabilité, de la probité de ce partenaire, qui permet de renforcer les démarches de vigilance. Donc, savoir qui est le partenaire, quelles sont ses références, s'il a déjà été audité, dans quel pays il est, ce qu'il est exposé. Bon, voilà, ça, c'est assez important. Et vous allez voir, vous, PME, quand vous allez regarder ce plan de contrôle, que probablement, vous avez déjà des choses en place. Ensuite, ça peut être intéressant sur les risques les plus significatifs, tels qu'on les a vus dans la matrice tout à l'heure, de dire, bon, ben là, peut-être que je vais mettre un contrôle, je ne sais pas, moi, tous les 18 mois, tous les 24 mois, plutôt systématique, et que je vais venir mettre en œuvre sur cette typologie d'acteurs dans cette zone ou sur tel échelon de la chaîne d'appro. Donc voilà, donc ça, assez utile aussi. Ce qu'on vous propose, on a mis des étapes ou des outils en grisé qui sont, nous, les outils qu'on privilégie pour certaines étapes de la chaîne de valeur. On vous propose de faire votre choix, de remplir la grille et de définir à côté les différentes modalités de mise en œuvre. Une fois que vous avez rempli ça, donc quand vous avez affiné votre plan d'action, vous avez là un plan de contrôle que vous pouvez aussi communiquer dans le cadre des besoins de redevabilité. Alors, peut-être pas en communication B2C, mais au moins en communication B2B. Mais ça vous donne quand même, je pense, quelques billes pour la communication B2C. Donc, on y vient. Sur la communication, on a fait quelque chose de simple, assez inspiré de la brochure sur la communication responsable qui a été publiée l'année dernière. Mais vous voyez, on fait quelque chose de là aussi d'assez simple, avec deux types de communication. Une communication plutôt institutionnelle qui va toucher notamment les marques, parce que bon, vous n'allez pas avoir une communication de marque sur les détails de votre plan de vigilance. Par contre, sur votre site, vous pouvez expliquer en quoi vous êtes un acteur prudent et vigilant et qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour traiter, prévenir et gérer les risques sociaux et environnementaux qui peuvent apparaître dans votre chaîne de valeur. Donc, on vous propose ou en communication institutionnelle ou en communication B2B pour les industriels, des cibles prioritaires à toucher avec cette com. Pour le B2B notamment, il peut y avoir vos clients, notamment les fabricants, si vous êtes par exemple fournisseur ou producteur de tissus. Il peut y avoir aussi quand même en B2B, même pour les marques, les grands magasins, les grandes distries, les grandes places de marché business to consumer. Et puis pourquoi pas aussi, demain vous serez peut-être questionné par des wholesalers. Donc ça, c'est les cibles principales qu'on met en communication B2B. On vous propose pour chaque type d'acteur des objectifs, des messages clés, des canaux de communication et un contenu cible avec quelques KPIs qui, là aussi, je le redis, c'est raccord avec ce qu'on a vu en partie sur la communication fournisseur et la communication institutionnelle et B2B dans le guide sur la communication responsable. Dans cet outil, comme dans celui que j'ai présenté précédemment, on a toujours, là vous le voyez sur les zones grisées, on a toujours deux pendants. Des actions minimales qui s'adressent à ceux qui démarrent et surtout aux plus petits. Mais dans les zones grisées, là typiquement sur le plan d'action, on propose d'aller plus loin pour les grandes entreprises. Pensez quand même que cet outil, il n'a pas vocation forcément à s'appliquer à quelqu'un qui a déjà une démarche de vigilance, un grand groupe, depuis 5-6 ans.
mais peut-être que ça peut le challenger sur certains aspects de cette vigilance. En tout cas, il y a 2 clés de lecture. Il y a vraiment cette clé grande entreprise et cette clé PME. Donc, pour les grandes entreprises, jetez-y un coup d'œil. Et pour les PME, n'ayez pas peur, vous allez trouver quand même quelque chose d'assez pragmatique et d'assez simple qui vous permettra d'enclencher une démarche opérationnelle sur ces sujets. Dernière étape de cet outil, c'est les ressources. Donc, vous voyez, on en a mis un nombre très limité. Donc, sur ce qu'on vous a mis, on vous a mis quelques outils d'évaluation de risque pays. Donc, nous, on a fait ce travail-là. Et dans l'outil, déjà, on a privilégié le rating annuel, en tout cas de l'ITUC. Il y a le lien pour aller regarder dans l'outil, qui permet quand même d'avoir une vision très poussée, mise à jour annuellement et quand même assez étayée de risque pays. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et dans l'outil, pour ceux qui n'auraient pas aujourd'hui réalisé ce travail, on vous propose déjà un classement des différents pays de sourcing et de distrib, un classement des risques sur la base de cet outil-là. On vous propose d'autres outils qui sont à la fois gratuits et d'autres qui sont payants pour les entreprises qui voudraient se muscler sur ce sujet ou qui voudraient mettre en place une veille spécifique sur les risques pays. Ensuite, on vous propose quelques ressources pour réaliser une première veille des risques sociaux et environnementaux dans votre chaîne d'appro. Donc ça, c'est généralement des newsletters qui sont gratuites ou des médias qui sont gratuits. Donc là aussi, vous vous abonnez et vous faites en sorte que ça circule en interne à travers, je ne sais pas moi, un outil de veille partagé, une mini newsletter. Et ça permet aussi de mettre en œuvre votre obligation de vigilance sur l'identification. S'il y a des nouveaux risques qui sont identifiés, par exemple, sur l'Inde ou sur le Bangladesh, ou si un acteur qui vous ressemble est exposé à un nouveau risque, c'est important pour vous que vous le sachiez. C'est important que vous fassiez le test chez vous pour savoir si vous êtes exposé sur la même zone à ce type de risque et que le cas échéant, vous le traitiez. Donc voilà, c'est très basique, il y a 3 sources. Et puis, on vous donne aussi quelques ressources complémentaires, alors notamment les guides sur les appros responsables pour ceux qui voudraient affiner le rating sur l'évaluation du risque fournisseur. C'est là aussi un guide qui est travaillé étape par étape et qui vous permettra d'aller plus loin sur la partie chaîne d'appro. Le guide sur la communication responsable, vous avez le lien direct. Des liens vers des formations sur ces sujets, on en parlera après, mais il y a quand même des formations qui sont déjà en place sur des sujets connexes, donc ça peut être intéressant d'inscrire quelques-uns des profils. Ça aussi, pour les PME, on vous donne des liens vers des guides et des codes de conduite qui sont presque prêts à l'emploi. Donc, pour ceux aujourd'hui qui n'auraient pas de standard, par exemple, à intégrer dans leur contrat, parce que ça fait partie des choses que vous pouvez faire dans le plan d'action, on vous donne des liens vers des codes de conduite dont vous pouvez vous inspirer, les adapter pour réaliser le vôtre. Il y a même un outil qui est en libre service, un code de conduite que vous pouvez répliquer tel quel. Donc ça aussi, c'est vraiment bien pour les et qui est en anglais, donc qui peut être utilisé pour tous vos fournisseurs. C'est vraiment bien pour les PME. Voilà pour les ressources. Donc, j'arrive à la fin de la présentation de cet outil. Peut-être avant de prendre vos questions, et puis là, je pense que les FEDE vont intervenir, vous en dire un petit peu plus sur les prochaines étapes. Et avant que je vous en dise un petit peu plus, vous avez à l'écran un QR code que vous pouvez scanner avec votre mobile. Donc, sur la communication de la boîte à outils, elle va être, comme on l'a dit en introduction, communiquée en priorité aux adhérents des FEDE qui ont travaillé sur cet outil, qui ont été, j'allais dire, donneurs d'ordre sur cet outil. Ce sera communiqué sur demande, donc comme envoyer des petits emails à vos interlocuteurs. Sinon, vous pouvez effectivement utiliser le formulaire SICOMP, mais bon, vous avez des interlocuteurs dans les FEDE. Faites demande à Steren et Karine pour la FEDE de la Maille et à Adeline, côté Mathias, côté Fédération du prêt-à-porter et syndicat de la mode. On va aussi proposer une offre de support parce qu'en discutant avec les entreprises qui ont participé à ce travail, on s'est rendu compte que c'est hyper important peut-être de pouvoir vous accompagner dans la mise en œuvre de ces démarches de vigilance. Donc en fait, on a plusieurs types de supports à vous offrir. Alors quand je dis nous, c'est plutôt les FEDE. On sera les architectes de ces formations, mais c'est les FEDE qui vous les proposent. Donc on a une formation interentreprise pour vous brosser un petit
peu la description de ce type de formation. C'est des formations qui sont pour des personnes individuelles, donc là aussi qui sont assez accessibles pour des PME. Ça peut être intéressant d'envoyer quelqu'un et dans lequel vous allez vous retrouver assis en groupe, petit groupe, parce que dans tous les cas, moins de 15 personnes, avec d'autres entreprises qui veulent en savoir plus sur ces sujets. On va faire ces formations en 2 sessions pour vous permettre aussi de travailler entre les sessions et de pouvoir vous suivre pendant ces sessions sur la prise en main de l'outil. Et surtout, la nouveauté, ce qui est important pour vous, c'est que dans cette formation, c'est la première fois qu'on va le faire dans le cadre des formations de formation. On offrira une séance de coaching individualisée de 2 heures, donc qui vous permettra de présenter à un expert pendant 2 heures ce que vous avez fait et de pouvoir effectivement avoir quelqu'un qui jette un œil critique, mais toujours bienveillant sur ce que vous avez réalisé. Donc ça aussi, ce qui est intéressant, c'est le fait de soumettre vos travaux de vigilance à un expert. Ça fait partie du devoir de vigilance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dans votre petite bulle, mais vous avez quand même un expert qui va pointer du doigt peut-être des risques qui n'ont pas été bien identifiés ou peut-être des actions qu'il faudrait un peu pousser. Deuxième offre de formation, alors ça, je laisserai Karine prendre la main pour vous dire le comment on fait, mais si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Ce sera ouvert aux adhérents et aux non-adhérents aussi. Et puis, on a un deuxième type de formation qui peut peut-être intéresser les entreprises déjà un petit peu structurées ou d'une taille un peu plus, on dirait une entreprise un petit peu plus grande que des TPE. C'est une formation intra-entreprise, c'est-à-dire que le formateur, il vient chez vous sur une journée et vous pouvez mettre autour de la table les différents publics qui vont interagir sur la vigilance. Donc, typiquement, vous vous rendez compte que la vigilance, ça peut être l'audit interne, ça peut être les achats, ça peut être le commercial, parce qu'on a quand même l'aval maintenant, donc il faut effectivement avoir une vision sur les partenaires, sur la filière aval. Ça peut être des acteurs de la direction générale, ça peut être aussi la communication sur la partie redevabilité. Donc voilà, donc on vous propose de mettre ces acteurs autour de la table. Ce qui est intéressant dans une formation intra, c'est que comme on est ensemble et on n'a pas d'autres entreprises, donc on a généralement moins les sujets de confidentialité. Le formateur, il signe bien évidemment une obligation de confidentialité et on réalisera dans le cadre de cette formation la cartographie des risques avec vous, donc en séance, sur la base d'un travail qui peut être préparé par vous. Et on pourra aussi en séance, sur la base de l'outil, commencer à définir les actions prioritaires. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir cette formation en inter pour en une journée, pour voir déjà avancer sur la carto et un premier pool d'actions. Donc ça aussi, ce sera ouvert aux entreprises adhérentes et aux non-adhérents. Donc pour ceux qui sont intéressés, je le redis une dernière fois, par cette offre de support. Vous scannez le QR code, vous allez voir, c'est juste un petit formulaire de recueil d'intérêt. Donc, on vous demande juste d'écrire votre nom, prénom, je crois, email et entreprise. Et comme ça, les FED pourront revenir vers vous et vous donner les différentes dates et vous informer des différentes modalités. Voilà, il est presque 11h moins le quart. Moi, j'ai fini de mon côté. Maintenant, je vais laisser Adeline et Karine et Steren prendre la main. Et je reste aussi à votre dispo pour les questions. Je vais arrêter de partager, comme ça, on pourra se voir. Ok. Merci beaucoup. Adeline, je commence juste pour refaire un petit point sur les formations dont a parlé Fanny et après, je te laisse bien sûr la parole aussi. Donc, tout d'abord, merci beaucoup Fanny pour cette présentation très riche. Je pense qu'elle a dressé un bon panel de l'outil qui, je le redis, on l'a vraiment construit avec les entreprises, pour les entreprises et pour toute taille d'entreprise et pour vous aider à mettre en place à la fois pour ceux qui seront qui auront cette obligation du devoir de vigilance, mais aussi pour vous aider en fait à mettre en place une démarche RSE. Vous voyez qu'en fait, ça traite des différents piliers à la fois environnemental et à la fois social, et donc ça vous permet vraiment de bien de vous aider dans la mise en œuvre de votre politique RSE. Sur la partie donc de l'accompagnement, donc comme il vous a été dit, l'outil a été développé par les 2 grandes fédérations et le syndicat de Paris, et donc il sera disponible sur demande à tous les adhérents gratuitement. Pour les personnes qui ne sont pas adhérentes, bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité de rejoindre une des fédérations avec grand plaisir. Mais après, indépendamment, on va mettre aussi en place, et aussi pour les adhérents,
des formations, puisqu'en fait, cet outil, il est concret, pratique, mais c'est souvent aussi très bien d'être accompagné pour mieux l'utiliser, pour mieux former vos collaborateurs en interne et aller encore plus loin. Donc, comme le disait Fanny, on va mettre sur le site de la Fédération de la Maille cette formation qui est aussi, bien sûr, en partenariat avec la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et on l'a conçu plutôt pour être sur 2 demi-journées, pour bien assimiler et pour que derrière, vous puissiez, après la première journée, bien revoir les choses et poser des questions encore plus concrètes et pratiques lors de la deuxième journée. On mettra les dates sur le site, mais on s'oriente plutôt sur une formation qui aurait lieu une première demi-journée autour du certainement le 23 novembre après-midi et une autre le 14 décembre, les deux les jeudis après-midi. Elles seront suivies, c'est des formations, comme vous disiez Fanny, où on intègre aussi du coaching, ce qui vous permettra aussi d'avoir un travail personnalisé avec les formateurs. Donc, dans l'équipe de formateurs, on a bien sûr Fanny, mais aussi Aurélia et Annelise qui sont là et je salue, qui font partie de l'équipe Blue Quest et avec qui on travaille depuis très longtemps sur ces sujets-là et qui nous accompagnent aussi avec Adeline sur de nombreux guides qu'on a mis en place par rapport aux défis. Voilà, et donc sur ce volet, donc c'est des formations interentreprises qui sont ouvertes à tous avec un prix préférentiel à la fois pour les adhérents de la Fédération de la Maille, mais aussi on va mettre en place aussi un prix préférentiel pour les adhérents de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et après, ces formations peuvent être aussi complètement dédiées à des formations intra-entreprises qui là sont adaptables sur la base du programme qui sera détaillé avec des modulations qui peuvent être vues en direct avec vous et avec les formateurs et qui pourra vraiment vous permettre du coup d'embarquer la totalité de vos équipes puisque comme le disait Fanny, l'objectif de ce guide, c'est pas uniquement dédié pour les personnes responsables de la RSE, mais ça concerne tout le monde dans l'entreprise, la partie RH, la partie des achats, enfin vraiment tout le monde doit être embarqué et c'est vraiment le propre maintenant de la mise en place d'une vraie politique RSE dans l'entreprise. Voilà, je ne serai pas plus longue, je vais laisser Adeline aussi dire 2 mots avant qu'on passe aussi aux questions-réponses. On prendra vos questions, puis si vous en avez d'autres, après, on vous laissera aussi intervenir directement. N'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat si vous voulez, comme ça Oui. on a un petit peu de visibilité sur vos demandes. Alors moi, je ne vais pas prendre plus de temps. Je voulais juste remercier très rapidement tous nos participants. On a quand même été assez nombreux sur ce webinaire, donc je suis ravie parce que ça veut dire que quand même le sujet suscite beaucoup d'intérêt et à juste titre. Fanny, as-tu vu les questions qui étaient déjà dans le chat? Sinon, je les ai relevées. Vas-y, je t'écoute parce que j'ai pas tout vu. En fait, on a eu 2 questions qui sont assez liées finalement. La question qui était posée, c'est est-ce que dans l'outil, les risques, alors la première question, c'était est-ce qu'on a intégré les risques sur la biodiversité? Oui. Alors, et la deuxième, voilà, qui rejoint un peu la première quand même, c'est est-ce qu'on a intégré les risques qui sont liés à la production des matières premières qui sont issues de la pétrochimie? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous doutez bien, on n'a pas fait une matrice non plus à un petit millier d'entrées, mais quand même, quand on fait ce travail, il y a aujourd'hui des grandes entreprises qui font des matrices d'évaluation des risques par enjeu. Donc, c'est-à-dire sur certains enjeux sociaux particuliers, par exemple une matrice sur le risque de travail d'enfants, une matrice sur le risque de travail forcé, une matrice sur les enjeux carbone, une matrice sur les enjeux biodiversité. C'est pas ce qu'on a fait là. Alors, nous, notre vision chez Blue Quest, c'est qu'on devrait avoir une vision globale et consolidée de ces risques-là pour pouvoir arbitrer et pour que ce soit gérable. Dans le cadre de cet outil en particulier, on a abordé dans les groupes de travail l'ensemble de ces risques avec les entreprises. Et donc, le fruit de la matrice priorisée des étapes et des différents enjeux que nous avons réalisés après l'ensemble de ces sujets. Donc la biodiversité fait partie des enjeux qu'on a identifiés. Donc vous verrez dans la matrice effectivement où est-ce qu'on a jugé qu'il pouvait y avoir des enjeux. Et sur les matières issues de la pétrochimie, vous verrez dans la matrice aussi d'analyse des risques qu'on a listé l'ensemble des grandes typologies de matières, dont les matières effectivement issues de la pétrochimie, pour lesquelles on a identifié des risques spécifiques. Donc, si vous avez recours à ces matières, vous allez avoir des enjeux et des risques qui vont s'allumer. Si vous n'y avez pas recours, vous aurez quand même l'ensemble des risques associés à d'autres types de matières naturelles ou à des matières synthétiques qui ne sont pas issues de la pétrochimie. Donc oui, c'est traité, pour répondre plus simplement. Merci Fanny. Alors, autre question.
Donc, c'est la réglementation. Donc, voilà, la réglementation aujourd'hui engage les marques à connaître et à communiquer en premier lieu sur leur traçabilité pays. Ça, effectivement, c'est la loi AGEC. Et la question est posée de savoir si la réglementation va obliger un jour à communiquer sur la traçabilité fournisseur. Alors, je vais faire, alors ça, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas savoir. Par contre, plusieurs choses. Il faut avoir en tête que depuis maintenant assez longtemps, c'est-à-dire plus de 10 ans, et contre toute attente aussi, parce qu'à 10 ans, c'était assez inattendu, on a des acteurs, de gros acteurs, alors souvent de la fast fashion aussi, mais pas que, qui produisent la liste intégrale de leurs fournisseurs sur leur site web. Donc, ce qui d'ailleurs peut être une optique de sourcing pour certains d'entre vous. On a des acteurs plus petits aussi qui le font pour des questions de responsabilité. Je vais faire un petit peu de publicité à une marque comme De Bonne Facture, qui a été créée il y a 10 ans, et depuis qu'elle est créée, fait le made by, c'est-à-dire que sur chacun de ses produits, on sait qui l'a fabriqué. Si on va un peu plus loin, nous, ce qu'on a vu, alors récemment, sur les 5 dernières années, il y a des tentatives des grosses plateformes et des gros wholesalers de tordre le bras à certaines marques pour qu'elles fournissent la liste détaillée de leurs fournisseurs, pour qu'elles-mêmes, donc je ne sais pas moi, des grands distributeurs vérifient les garanties qui sont associés au site de production ou aux fournisseurs matières. Je dois vous dire que c'est un bras de fer qui, pour moi, est encore en cours entre ces gros wholesalers et les grandes marques qui n'ont pas toujours envie de donner le détail de leur chaîne d'approvisionnement à des clients qui ont par ailleurs des marques propres. Mais en tout cas, si cette obligation, elle viendra peut-être ou parce qu'il y a des demandes de clients pour certains segments, et notamment pour, pourquoi pas, du haut de gamme, ou d'un point de vue business, parce que, alors, et là je pense qu'en B2B, on a quand même des donneurs d'ordre qui obligent certains de leurs fournisseurs à leur donner le détail de la chaîne d'appro. Donc je pense que ça viendra, à mon avis, en effet cascade, plutôt avant tout pour le B2B et plutôt de la part des clients. Et c'est déjà un peu le cas, hein. Sur certains marchés, nous, on voit notamment, par exemple, sur des sujets de production d'uniformes ou en B2B ou en marque blanche, on a quand même des clients qui obligent leurs fournisseurs à donner l'ensemble de la chaîne d'appro. Et c'est vrai, s'il y a parmi vous des importateurs, des traders, comme vous allez demander à vos importateurs de vous fournir les sites de production, ce qui ne se faisait pas il y a 15 ans. Aujourd'hui, tous les importateurs et les traders le font. Donc, vous voyez quand même qu'en cascade, on a une obligation de plus en plus forte d'être redevable sur nommément qui sont les fournisseurs dans la chaîne d'appro. Alors, autre question. Alors, je vais la lire parce que, bonjour, j'ai bien compris que ce devoir de vigilance est obligatoire pour les plus grandes entreprises. Comment va-t-il concrètement se traduire en retombées pour les plus petites qui travaillent avec eux, donc qui les obligerait à faire ce travail? Alors, ce qu'on pressent, ce qui existe déjà, c'est que probablement, pour que, si je fais un schéma, un grand groupe ou une grande PME, puisqu'on parle quand même de 250 salariés en Europe, donc il va y avoir beaucoup d'entreprises et de marques qui vont être concernées, va être soumise au devoir de vigilance. Ben, comme on l'a vu, elle va devoir mettre en place une démarche, elle va devoir faire un effort de traçabilité qui forcément, comme cette traçabilité va devoir aller au-delà du rang 1, va porter sur ses partenaires qui eux-mêmes vont devoir rendre des comptes en termes de traçage sur leur propre chaîne pour ses clients. Et puis, elle va devoir aussi faire des évaluations, c'est-à-dire s'assurer que les risques qui sont identifiés dans sa chaîne d'appro sont bien traités par elle ou par ses partenaires. Donc, ce qui est déjà pressenti pour certains, c'est que vous allez voir arriver quelques questionnaires, et on le voit déjà, ils sont déjà envoyés par quelques wholesalers, par quelques grandes marques sur vos certifications, votre niveau de traçabilité. Demain, ce qui est à attendre, c'est peut-être la nature et le contenu de vos démarches de gestion des risques. Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous réalisez des contrôles? Quel type de contrôle? Quels résultats? Avec, pourquoi pas, comme certains l'ont déjà vécu, peut-être des pointes spécifiques sur certaines thématiques. Par exemple, voilà, est-ce que vous avez anticipé le travail des Ouïghours? Est-ce que vous travaillez sur la problématique des microplastiques? Et je ne sais. Donc ça, c'est déjà présent, a priori, pour certains. Je pense que c'est quelque chose qui devrait s'accélérer au fur et à mesure que certaines entreprises vont se doter de démarches de vigilance. De la part de vos grands donneurs d'ordre, ceux pour lesquels vous êtes effectivement un partenaire privilégié,
ou un partenaire à risque, selon où vous opérez et sur quelle partie du process. Alors, de mon côté, je suis arrivée au bout, donc tout le monde te remercie, Fanny, pour tes réponses. Je suis arrivée au bout des questions du chat, donc je ne sais pas, il y a peut-être des questions en direct. N'hésitez pas. Ou dans le chat, hein. Oui, alors il y a quelqu'un qui dit c'est assez intéressant, le risque de se faire court-circuiter par les clients, on a déjà eu le cas. C'est un point hyper important et je pense que c'est un point aussi similaire que nous on aborde assez souvent avec les marques ou les entreprises en B2B sur la RSE, c'est qu'effectivement, si vous ne définissez pas vos standards, quelqu'un les définira pour vous. Donc avant de recevoir de très très longs questionnaires parce qu'on a un doute sur votre capacité à gérer ces risques-là, c'est hyper important que vous puissiez être proactif et que vous puissiez marquer les esprits de vos acheteurs sur ce que vous mettez en place. Les acheteurs manquent souvent un peu d'imagination sur les questions qu'ils peuvent vous poser. Donc, si vous êtes les premiers à communiquer sur ces sujets, il y a fort à parier que le questionnaire que vous allez recevoir sera fortement aligné avec ce que vous avez déjà produit. Donc, c'est important d'être proactif. D'une part, de vous positionner, comme le disait Bruno, comme un acteur proactif sur ces sujets, mais d'autre part, ça permet aussi de marquer un petit peu le terrain sur les futurs standards et d'être sûr que vous allez recevoir des questions, parce que c'est aussi un risque, hein, c'est que vous receviez des questionnaires, des questions qui ne soient pas toujours pertinentes. Et personne de mieux que vous connaît les enjeux sociaux ou environnementaux attachés à vos propres filières. Donc c'est important aussi, je pense, de se mobiliser vis-à-vis de vos grands donneurs d'ordre pour marquer le territoire sur ces sujets. Je crois qu'on est arrivé au bout. Donc, allez, on laisse peut-être 10 secondes pour une question suivante, je ne sais pas. Je pense que Voilà. c'était tellement complet qu'il n'y a plus de questions. Je vous remets peut-être à l'écran. On a déjà 15 Pas de questions. 15 entreprises ou 15 participants. Hop là, pardon, ça c'est mes mails. Je vous remets ça à l'écran si vous voulez effectivement avoir des infos sur les offres de support. Sinon, on pourra peut-être envoyer, Karine, Adeline, aux gens qui se sont inscrits, le lien en plus. Oui, tout à fait. Ok, bon, ça marche. Donc, je ne le laisse pas tellement à l'écran. Vous l'avez là et sinon, vous le Tu peux le recevrez par laisser email. pour l'instant, Fanny. Ouais. Ah, Fanny, il y a une autre Fanny. Fanny Boudou a une question. Une main était levée. Oui, j'aurais juste une question. Est-ce qu'on a une idée de délai? Ma question de fond, c'est pour pouvoir présenter ces obligations-là à la direction pour budgéter en fait des charges de service. Comment est-ce qu'on peut, enfin, je vais pouvoir vendre le fait que justement ce devoir de vigilance est à mettre en avant et donc du coup il me faudrait voilà, un timing. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça pour une PME française de 200 salariés, quoi? Alors, pour vous faire peut-être une réponse, comment dire, un peu nuancée, si on se positionne sur plutôt le réglementaire, moi, j'ai pas de visibilité aujourd'hui enfin, je pense que personne n'a de visibilité exacte sur la mise en œuvre en France, au plus tôt en 2025. Donc, pensez que, bon, finalement, 2025, pour être prêt, c'est demain. Et je dis pas ça va pour vous vite. faire peur. Les PME, je pense que vous aurez probablement un peu plus de temps. Maintenant, si vous avez déjà, si vous êtes déjà un petit peu chatouillé par vos partenaires commerciaux sur ces sujets sociaux, environnementaux, RSE, je pense qu'il y a vraiment une opportunité à commencer tranquillement à structurer une approche, parce que ça vous permettra dans tous les cas d'apporter une réponse bien structurée et en lien avec les grandes normes qui sont attendues à vos clients. Et ça vous permettra de faire d'une pierre deux coups, de préparer aussi cette future réglementation. Donc moi, j'ai envie de dire, on est en septembre, ça vaut peut-être la peine de se pencher sur l'outil, ne serait-ce que dans une logique d'autodiagnostic, de regarder, voilà, sur ce où est-ce que je suis exposé, qu'est-ce que j'ai moi comme case qui s'allume dans l'outil qui a été proposé par les
les fédés. Dans les actions qui sont listées, qu'est-ce que je mets en place? Si je ne fais rien, peut-être allez voir votre comité de direction en disant « Regardez, on a ces risques-là. Aujourd'hui, on pourrait être soumis indirectement ou directement à ce type d'obligation. » Et puis peut-être avoir un plan tranquillement de début de mise en œuvre pour 2024. Moi, je le vois comme ça, ce qui vous permet déjà d'arriver en 2025 sans vous presser, sans être dans le rush, avec quelque chose de déjà concret à pouvoir présenter le cas échéant. Donc, vous avez du temps, Tout à fait. inquiétez-vous, profitez-en. Merci beaucoup. Du coup, je prends la question là, de Déborah sur la disponibilité de l'offre pour les non-adhérents. Donc, en fait, là, ça concerne toute la mise en place des formations. À partir, on peut s'engager à ce que, au plus tard, courant de la semaine prochaine, de préférence début, voire milieu au plus tard de la semaine prochaine, la formation interentreprise sera mise en ligne sur notre site. Et après, de cette formation, de toute façon, si vous êtes intéressé pour après en faire une formation intra-entreprise, vous nous recontactez et on pourra prévoir avec vous, dans ces cas, une formation inter-entreprise avec vous et bien sûr l'équipe de BlueQuest, une formation intra-entreprise à une date qui vous convient. Je crois que cette fois, on est arrivé au bout. Merci à tous pour votre participation. Et puis surtout, merci à Fanny. De rien. Merci, merci à tous. Voilà, il y a aussi le site de la fédération, du coup, pour la partie des formations. Et de toute façon, le replay sera disponible sur les deux sites, à la fois du Fédération du prêt-à-porter féminin et le nôtre. On vous enverra à tous les inscrits le lien avec le replay. J'en profite aussi pour remercier tous les participants, toutes les entreprises qui ont assisté au comité de pilotage, puisque c'est vraiment une volonté de la part des deux fédérations de faire des outils opérationnels qui vont aux entreprises, qui leur conviennent. Et donc, de plus en plus, dans tous les outils, les guides qu'on développe, on met forcément en place un comité de pilotage avec des entreprises de toute taille, tout type de produits, tout type de distribution, pour essayer de couvrir au maximum les besoins, les demandes de la totalité de nos entreprises.